Ils ont dit que cela me rendrait pur, mais en réalité, ils m'ont tout pris. À seulement 8 ans, Élise a été allongée sur une table recouverte d'un drap, entourée de femmes qui chantaient des hymnes pour étouffer ses cris. Elle ne comprenait pas ce qu'on lui avait pris jusqu'à ce que, des décennies plus tard, sa fille atteigne l'âge de 7 ans et qu'Élise doive choisir, garder le silence ou briser un cycle vieux de plusieurs siècles. Ce n'est pas seulement une histoire de survie, c'est un voyage de redécouverte, de défiance et la guerre silencieuse d'une mère pour reconquérir son corps, sa voix et son avenir. Si des histoires comme celle-ci vous touchent, abonnez-vous dès maintenant et ne manquez pas le prochain chapitre car certaines vérités doivent être entendues, peu importe depuis combien de temps elles sont enfouies. Dans les Appalaches, à l'est du Kentucky, là où les crêtes se rejoignent comme des mains jointes en prière et où le brouillard glisse dans les creux comme des secrets, se trouve un endroit appelé Summer Hollow. La plupart des gens ne connaissent pas son existence, à moins d'y être nés ou d'y avoir été entraînés par le sang. Les arbres y sont grands et épais, projetant de longues ombres qui ne se lèvent même pas à midi. Le sol était rouge et l'air emportait toujours un soupçon de mousse humide, de fumée de bois et de matinées tranquilles. Margaret Monroe avait vécu toute sa vie à Summer Hollow. Elle n'avait jamais vu l'océan, jamais pris l'avion, jamais possédé de téléphone. Et maintenant, à 32 ans, à Mans, elle était enceinte de 9 mois de son premier enfant. Un enfant conçu dans le silence et né dans une tradition plus ancienne que la mémoire. Ses mains, calleuses à force d'avoir passé des années à faire des conserves et la lessive, tremblaient légèrement tandis qu'elle portait à ses lèvres une tasse de thé chaud à l'ortie, le regard fixé sur la vitre fissurée. Dehors, le vent dansait à travers les tiges de maïs comme un chœur de fantômes. Le fauteuil à bascule grinçait sous son poids comme pour protester contre le fardeau qu'elle portait, non seulement celui du bébé, mais aussi celui de l'histoire qui lui était liée. Elle avait rêvé de sa fille bien avant l'arrivée des sages-femmes, pas clairement, mais avec une certitude profonde. Dans ses rêves, l'enfant ne parlait jamais. Elle courait pieds nus, sauvage, à travers des champs dorés qui se transformaient soudainement en cendres. Une fillette poursuivie par des ombres, les bras tendus, trop petite pour se défendre, mais trop courageuse pour s'arrêter. Margaret se réveillait de ses rêves en sueur, les draps humides et emmêlés autour de ses jambes comme des racines. Elle avait 8 ans lorsqu'elle lui avait fait cela, sous le prétexte d'une cérémonie de prière menée par des femmes qui fredonnaient des hymnes d'une voix grave et harmonieuse. Elle l'avait conduite dans une remise derrière la chapelle, qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant, et lui avait dit qu'elle allait être purifiée pour protéger ta féminité, avait-elle dit, pour te préserver de la tentation. Il y avait une table recouverte d'un linge blanc et ornée d'une croix en bois. Des herbes brûlaient, dégageant une odeur douce et suffocante. Puis des mains, de nombreuses mains, lui ont saisi les poignets et les chevilles, tandis que la femme la plus âgée accomplissait ce qu'elles n'ont jamais appelé par son vrai nom. Elles ne l'ont jamais nommé, ni à l'époque, ni jamais. Ce n'est que des années plus tard, après que les chuchotements à l'église eurent été remplacés par l'absence dans son lit conjugal, que Margaret commença à comprendre ce qui lui avait été enlevé. Mais à Summer Hollow, le silence était synonyme de survie. On ne remettait pas en question le pasteur, on ne défiait pas sa grand-mère, et on ne prononçait certainement pas le mot « coupé ». À présent, alors qu'elle pressait sa paume contre le renflement de son ventre, elle sentait ce même silence l'étreindre la gorge. Elle s'était dit naïvement que ce serait différent pour sa fille, qu'elle serait courageuse, mais le creux ne se pliait pas facilement. Ici, le changement venait comme les saisons, lent, inévitable, mais pas sans lutte. Les anciens détenaient toujours les clés de tous les choix. Ils décidaient de ce qui était pieux et de ce qui était dangereux, et le corps d'une fille était toujours les deux à la fois. La veille de la naissance du bébé, Esther, la mère de son mari, lui avait rendu visite avec une courte pointe à la main. Elle était brodée de fil rouge et de lys blanc, symbole de pureté et de sacrifice. Esther avait esquissé un sourire imperceptible et avait dit « Tu as bien fait, le moment est parfait, elle sera forte, comme sa mère. » Ce n'était pas un compliment, mais une confirmation. Margaret avait acquiescé, les lèvres serrées, l'estomac noué. Cette nuit-là, elle s'était assise seule dans la cuisine, regardant la bougie vaciller. Elle avait murmuré à ta flamme « Tu n'es pas à eux, tu es à moi. » Mais même alors, elle n'était pas sûre d'y croire. Dehors, les arbres craquaient comme des os anciens et les champs de maïs bruissaient dans une langue plus ancienne que l'anglais. Summer Hollow observait et Summer Hollow se souvenait. Le travail commença peu après minuit.
sous la forme d'un faible bourdonnement dans sa colonne vertébrale qui se transforma rapidement en quelque chose de primitif et de profond. Margaret ne cria pas. Les femmes de Summer Hollow ne criaient pas. Elles priaient à voix basse, mordaient dans un tissu et attendaient que la douleur passe comme une tempête, sans jamais lutter, seulement en endurant. Les sages-femmes arrivèrent avec de l'huile, du bouillon d'os et des mains comme des feuilles séchées. Elles s'affairèrent silencieusement, efficacement, leur présence relevant plus du rituel que de la médecine. L'une d'elles alluma un petit bouquet d'herbes et fit le tour de la pièce en murmurant des mots que Margaret ne comprenait qu'à moitié. L'odeur était forte et terreuse comme le sol de la forêt après la pluie. Elle s'enroula autour de ses poumons et la rendit étourdie. Élise arriva avant l'aube. Elle vint sans bruit, sans fanfare, glissant dans le monde sans presque pleurer. La pièce devint silencieuse. L'une des sages-femmes la prit délicatement, perçant le bébé dans ses bras comme une relique, et dit « Elle est entière ». Margaret retint son souffle à ces mots. « Entière » qu'est-ce que cela pouvait bien signifier, vraiment, dans cet endroit? Ils enveloppèrent le nouveau-né dans une couverture brodée de lise et le posèrent à côté de sa mère. Margaret regarda le visage de sa fille, si petit, si parfait, et pendant un instant le vide disparut. Elles étaient seules toutes les deux, suspendues dans le temps, insouciantes du poids du passé et de l'avenir. La cloche de la chapelle sonna une fois d'un son doux et grave qui flottait à travers les champs comme un soupir. Ce son n'était pas une célébration, mais une reconnaissance. Une nouvelle fille était venue au monde, et le temps avait commencé à s'écouler. Esther revint au lever du soleil, sa Bible serrée contre sa poitrine. Elle entra dans la chambre sans frapper et se tint au pied du lit. Margaret ne la regarda pas, ne dit pas un mot. Elle se concentrait sur Élise, caressant les fins cheveux bruns du bébé, essayant de mémoriser cette sensation avant que le monde ne lui impose autre chose. « Elle est arrivée à temps, dit Esther, les anciens seront contents. Il y a de la force dans les lignées comme celle-ci. » Puis, après une longue pause, elle ajouta « Nous commencerons sa préparation tôt. Des enseignements discrets, des chansons. À 8 ans, elle sera prête. » Ce n'était pas une menace, c'était un programme. Après le départ d'Esther, la pièce sembla plus froide. Margaret se redressa lentement, grimaçant à cause de la douleur dans le bas de son corps, et serra Élise contre elle. Le bébé se blottit contre sa clavicule, respirant par petits coups, inconscient de l'héritage qui s'enroulait autour de ses petites membres. Margaret ne dormit pas ce jour-là. Elle erra dans la maison pieds nus, Élise blottie contre sa poitrine, comme si le mouvement pouvait retarder l'inévitable. Dehors, le monde continuait de tourner. Les corbeaux s'envolaient de la cime des arbres, le soleil brûlait la terre, les voisins étendèrent leur linge, ignorant ou refusant de parler de ce qui venait de se passer. À la tombée de la nuit, elle enveloppa Élise dans une couverture propre et sortit sur la terrasse arrière. Les planches craquaient sous ses pieds, les grillons chantaient dans les hautes herbes et, quelque part dans le creux de la vallée, un hibou poussa un long cri grave qui la fit frissonner. Elle leva les yeux vers le ciel. Les étoiles étaient invisibles, éparpillées comme des surettes dans l'obscurité. Elle leur murmura. Pas vraiment des prières, juste des mots qui avaient besoin d'être prononcés. Tu n'es pas un réceptacle. Tu n'es pas un avertissement. Tu es une petite fille. Tu es à moi. Élise remua dans ses bras, ouvrit les yeux un instant avant de les refermer. Margaret embrassa son front doucement et lentement et murmura « Pardonne-moi si jamais j'oublie cela. » Derrière elle, la maison était silencieuse. Mais Summer Hollow était éveillée, observait, se souvenait. Elle se souvenait toujours. Élise Munro eut 8 ans un dimanche de fin juin, alors que la chaleur pesait sur Summer Hollow comme une couverture cousue de brume et de silence. Les fleurs sauvages le long de la clôture commençaient à se faner, et les cigales criaient sans discontinuer dans les arbres, leur chant ressemblant à un avertissement trop ancien pour être exprimé par des mots. Son anniversaire passa tranquillement, marqué seulement par une petite tarte aux pêches et une poupée crochetée par sa mère. Il n'y avait pas de ballon, pas de cadeau emballé dans du papier coloré, juste une prière murmurée au-dessus de sa tête et un long regard échangé entre Margaret et Nestor. Le lendemain matin, Élise reçut l'ordre de mettre sa robe blanche, celle avec le col en dentelle et les petits boutons en perles, et de se tresser les cheveux soigneusement. Pas de questions, pas d'explications, juste une main ferme sur son épaule et une consigne simple. Aujourd'hui est un jour important. Elle ne savait pas vraiment ce que cela signifiait, mais elle avait appris suffisamment pour comprendre que les questions n'étaient pas les bienvenues.
Les adultes de Summer Hollow parlaient par énigmes, jamais directement. Les mots étaient superposés, chargés de sens, adoucis par le rituel. Élise avait vu comment les femmes baissaient de la tête lorsque certains sujets s'étaient abordés, comment leur voix baissait et leurs yeux se détournaient. Margaret la regarda à peine ce matin-là. Ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'elle ajustait la tresse derrière l'oreille d'Élise. Elle lissa sa robe, embrassa son front et murmura « Reste calme, sois courageuse ». Élise voulait demander « Pourquoi ?» Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge comme des épines. Elle hocha la tête à la place, non pas parce qu'elle comprenait, mais parce que c'était ce que faisaient les filles ici. Elles hochèrent la tête, elles obéissaient, elles empruntèrent le petit chemin derrière la maison, passèrent devant les mûriers et le vieux puits que personne n'utilisait plus. Le chemin serpentait et se rétrécissait, englouti par les arbres jusqu'à aboutir à une petite construction en bois qu'Élise n'avait jamais remarquée auparavant. Cela ressemblait à une remise de jardin ou à un fumoir, avec des planches grisées par les intempéries et une simple loquet en fer qui maintenait la porte fermée. Margaret frappa une fois, puis deux, avant d'ouvrir la porte sans attendre. À l'intérieur, il faisait sombre et froid malgré la chaleur extérieure. Le sol était ceint en terre battue. Des bougies vacillaient sur des étagères grossièrement taillées. Au centre se trouvait une table recouverte d'un linge en lin avec une petite croix en bois posée à côté d'un bol d'eau et de serviettes pliées. 3 femmes étaient déjà là. Élise reconnut l'une d'elles, Mahadley, qui animait parfois le cours de catéchisme pour les femmes. Les 2 autres étaient des inconnues plus âgées, vêtues de robes blanches à larges manches et ourlées de fils d'argent. Elles souriaient gentiment, mais leurs yeux étaient impénétrables. Margaret serra une dernière fois la main d'Élise, puis recula. « Et qui c'est pour y? » « Élise, dit l'une des femmes en robe d'une voix douce et mélodieuse. « Tu as été choisie aujourd'hui. Tu seras purifiée. Ton esprit sera protégé et ton chemin sera tracé dans la droiture. » Élise ressentit un éclair de confusion. Avait-elle fait quelque chose de mal? Était-ce une punition? Mais le ton était calme, presque respectueux, comme le début d'un hymne. Pourtant, son pouls s'accéléra. Ses pieds étaient froids, ses doigts engourdis. Madame Hadley la guida doucement vers la table. « Allonge-toi, mon enfant. Ferme les yeux. Pense aux fleurs. Pense à la lumière de Dieu. » Elle fit ce qu'on lui demandait, puis, alors que les bougies vacillaient et que les prières commençaient, Élise comprit sans comprendre que quelque chose allait lui être enlevé. Au début, elle ne ressentit aucune douleur, seulement une pression, une étrange sensation de traction et l'odeur de quelque chose de métallique sous la douceur des herbes. Élise garda les yeux fermés comme on le lui avait demandé, mais son corps la trahit, ses doigts se crispèrent, son souffle se coupa. Un frisson parcourut son ventre comme l'avertissement précédant un coup de tonnerre, puis vint la douleur. Elle fut vive et rapide, puis sourde et profonde, comme si quelqu'un avait plongé ses doigts froids en elle et débranché un fil dont elle ignorait l'existence. Ses jambes se crispèrent, une main se posa sur son épaule, une autre sur son genou. Personne ne leva la voix. La pièce n'était remplie que de murmures de prière et du rythme régulier du rituel. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas. Mais à l'intérieur, quelque chose se retira. Une porte se ferma. Une fois terminée, elles la baignèrent dans de l'eau chaude et l'habillèrent avec des vêtements propres en coton. Madame Hadley brossa les cheveux d'Élise et lui chanta une berceuse qu'elle n'avait pas entendue depuis son enfance. Une des femmes en robe lui tendit un lys blanc et lui dit « Tu es désormais pure ». Margaret se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés sur la poitrine, les lèvres pincées. Elle ne s'approcha pas, ne dit pas un mot, se contentant d'observer. Le chemin du retour fut lent. Élise tenait le lys avec précaution dans ses 2 mains, les pétales tremblant à chaque pas. Ses cuisses lui faisaient mal, son estomac était noué. Elle ne demanda pas ce qui s'était passé. Elle ne savait pas comment le nommer. Tout ce qu'elle savait, c'était que quelque chose en elle était plus calme maintenant, étouffé, comme une radio dont on aurait baissé le volume juste assez pour ne plus entendre la mélodie. Ce soir-là, elle s'assit sur son lit en silence pendant que Margaret l'abordait. L'air était lourd d'humidité et le chant des rainettes résonnait à l'extérieur. « Repose-toi maintenant, » dit doucement sa mère. Élise se tourna vers elle, les yeux grands ouverts, sans ciller. « Ça va encore arriver ?» Margaret se figea, la main à mi-chemin vers la couverture, hésitant un instant avant de la retirer lentement. « Non, » murmura-t-elle, presque trop doucement pour être entendue. « Plus jamais. » Puis elle se leva et quitta la chambre.
Élise fixa le plafond pendant un long moment, suivant du regard les fissures dans le plâtre. Ses jambes lui semblaient étranges sous les draps, étrangères, déconnectées. Elle serra les poings, non pas de colère, mais pour se rappeler qu'elle était toujours là, toujours entière, de la même manière qu'un os cassé peut techniquement faire partie du corps. Les jours passèrent, puis les semaines. Personne ne parla plus jamais de cet incident. Personne ne lui demanda comment elle se sentait. Personne ne lui donna d'explication. Cela devint une partie de l'histoire invisible, comme les histoires des ancêtres dont les noms étaient gravés sur des pierres tombales que personne ne visitait plus. Mais Élise se souvenait. Elle se souvenait de la façon dont la lumière des bougies dansait sur la table en lin, du bruit de l'eau qui coulait, du silence qui avait suivi la coupure, plus fort que n'importe quel cri. Elle se souvenait aussi du moment où elle avait cessé de faire confiance aux personnes qui lui disaient qu'elle l'aimait. C'était cela, la véritable cérémonie, non pas la coupure, mais le silence. Élise Catreo essaya à entrer dans l'adolescence comme quelqu'un qui entre dans une maison où tous les meubles ont été réarrangés pendant la nuit. Ses membres s'allongeaient maladroitement. Ses hanches commençaient à s'arrondir. Sa voix s'adoucissait. Mais quelque chose en elle semblait bloqué, inachevé. Les autres filles de Summer Hollow chuchotaient derrière leur manuel scolaire et échangeaient dans les couloirs de l'église des histoires sur leurs coupes de cœur, leurs attouchements, les frissons qui leur parcouraient l'échine. Élise écoutait, acquiesçait quand elle la regardait, souriait quand elles riaient, mais leurs mots la traversaient comme de la fumée, tourbillonnant autour d'un espace qui refusait de les retenir. À 13 ans, elle regardait Hannah McBride glousser en passant un mot à un garçon à l'école du dimanche. Élise ne comprenait pas ce qui faisait rougir les joues d'Hannah, ni pourquoi ses mains tremblaient lorsque le garçon lui souriait en retour. Elle les observait comme des spécimens derrière une vitre, curieuse, distante, inaccessible. Son propre corps lui semblait être un costume emprunté, fonctionnel, familier dans ses routines, manger, bouger, s'habiller, mais dépourvu de toute chaleur. L'œil de sa peau réagissait au froid et à la chaleur, mais pas au toucher. Elle a eu mal à la poitrine lors de ses premières règles et a saigné pendant 3 jours, recroquevillée sur le sol de la salle de bain, serrant son ventre. Mais la douleur était clinique, gérable, sans mystère ni signification. Elle commença à se demander, silencieusement, désespérément, si quelque chose n'allait pas chez elle. Peut-être était-elle brisée. Peut-être n'était-elle pas faite pour ressentir ce que les autres ressentaient. Elle n'avait jamais raconté à personne ce qui s'était passé cet été-là, il y a des années. Cela s'était effacé dans le fond de son esprit, rangé comme un rêve à moitié oublié. Mais son corps n'avait pas oublié. Le soir, elle s'allongeait dans son lit et essayait de se retrouver, non par curiosité mais par désir. Ses doigts parcouraient sa peau à la recherche d'un interrupteur caché, d'une étincelle endormie. Mais chaque tentative se soldait par un engourdissement, une frustration, des larmes qu'elle essuyait rapidement, effrayée par sa propre vulnérabilité. À 15 ans, Élise posa une question à sa mère, pas directement, mais aussi franchement qu'elle osa. « Maman, dit-elle un soir en faisant la vaisselle, tu t'es déjà sentie différente des autres filles ?» Margaret se figea, les mains suspendues au-dessus de l'évier, les doigts ruisselants d'eau savonneuse. Elle évita le regard d'Élise. Pendant un instant, la pièce sembla se rétrécir, l'air se raréfier. « Je pense que toutes les filles se sentent différentes parfois, » dit-elle finalement d'une voix plate, comme si elle avait répété. « Ça fait partie de la croissance. » Élise avait envie de crier, de la secouer, de la supplier. « S'il te plaît, ne me mens pas !» Mais elle se contenta d'acquiescer, s'essuya les mains et s'éloigna. Ce fut la dernière fois qu'elle posa la question. Après cela, le silence entre elles s'épaissit, recouvert de non-dits, de questions fantômes et de réponses imaginaires. Margaret regardait Élise grandir, devenir plus calme. Élise regardait sa mère se renfermer sur elle-même, comme si le fait de se taire lui avait coûté quelque chose d'essentiel. À l'école, Élise avait de bonnes notes, participait juste assez pour éviter les questions, mais jamais plus. Elle était connue comme la fille calme, sérieuse, celle qui avait toujours un livre mais ne partageait jamais ce qu'elle avait en elle. Parfois, elle entendait les autres filles chuchoter à propos de leur première fois, de leurs battements de cœur et de leurs mains tremblantes, et elle ressentait une envie si forte qu'elle frôlait le chagrin, non pas parce qu'elle n'avait jamais vécu ces choses, mais parce qu'elle ne pouvait même pas imaginer ce que cela pouvait être. Et dans cette incapacité, elle a commencé à se creuser un espace à l'intérieur d'elle-même,
un vide, une pièce sans fenêtre ni porte, où ne résonnaient que des échos. À 16 ans, Élise était devenue experte dans l'art de faire semblant. Elle savait comment hocher la tête au bon moment, quand rire doucement avec les autres, comment faire écho à leur émerveillement sans rien ressentir elle-même. Ce n'était pas difficile. La plupart des gens ne remarquaient pas la différence entre l'imitation et la vérité, surtout lorsque la performance était discrète et bien rodée. Elle était devenue une experte du camouflage, se fondant dans le rythme de la conversation sans être touchée par son sens. Lorsque ses amis parlaient de petits amis, de baisers dans le noir, de battements de cœur qui s'emballaient comme une traînée de poudre, Élise souriait et penchait la tête d'un air pensif, disant juste assez pour donner l'impression qu'elle faisait partie du groupe. Mais la vérité persistait en dessous, une douleur sans origine. Ce n'était pas qu'elle ne voulait pas ressentir, elle le voulait tellement que cela lui faisait mal. Elle voulait savoir ce que cela signifiait d'être désirée et de désirer, de sentir son corps réagir par autre chose que le silence. Mais chaque tentative pour réveiller cette partie endormie d'elle-même se terminait de la même manière, par un engourdissement qui ressemblait à un échec. Internet, bien que limité à Summer Hollow, lui offrait un aperçu d'autres mondes. Tard dans la nuit, les lumières éteintes et le volume baissé, elle parcourait des articles et des forums anonymes, essayant de comprendre ce qui n'allait pas chez elle. Des termes tels que anorgasmie, dysfonctionnement sexuel, lésions nerveuses, apparaissaient dans ses recherches, mais aucun ne lui semblait précis. C'étaient des mots utilisés pour décrire des machines cassées. Elle ne se sentait pas cassée, elle se sentait absente, comme une pièce fermée à clé avant qu'elle n'ait eu la chance d'y vivre. Et pourtant, parmi tout ce jargon médical et ces diagnostics cliniques, un article mentionnait quelque chose de différent, quelque chose qu'Élise n'avait jamais vu nommé auparavant, l'excision génitale féminine. Il disait « Souvent pratiquée sous le couvert de la tradition ou de rituels de pureté, elle entraîne une perte de sensation, des douleurs et des traumatismes plus tard dans la vie. » Elle retint son souffle. Elle relut ces mots encore et encore, le cœur battant à tout rompre. La description était vague mais familière, trop familière. Elle faisait écho à quelque chose qu'elle avait enfoui, quelque chose qu'elle n'avait jamais osé nommer. Elle cliqua rapidement pour effacer l'historique de son navigateur, mais les mots restèrent gravés dans son esprit. Pendant les jours qui suivirent, tout lui sembla différent. Elle regardait les femmes de sa communauté, celles qui étaient assises dans cette pièce il y a tant d'années, qui souriaient et fredonnaient des prières pendant qu'elle s'était figée, et elle se demandait si elles savaient, si elles avaient ressenti le même vide, si elles avaient simplement décidé de le porter comme un poids sur leur poitrine pour le reste de leur vie. Au dîner, elle regardait sa mère s'affairer dans la cuisine avec la même grâce tranquille, le même silence dans les yeux, et elle voulait lui poser à nouveau la question. Cette fois, non pas comme une enfant, mais comme quelqu'un qui cherche à sortir d'une grotte sans lumière. Mais elle ne dit rien. Un après-midi, un garçon du village, Michael Graves, lui demanda si elle voulait aller se promener avec lui après l'église. Il était gentil, même s'il était maladroit, et Élise aimait le fait qu'il ne parlait pas trop. Ils marchèrent en silence dans les champs derrière la chapelle, l'air chargé de pollen et de chaleur estivale. À un moment donné, il lui prit la main. Elle le laissa faire. Quand il se pencha pour l'embrasser, doucement, tendrement, avec hésitation, elle le laissa faire. Mais elle ne ressentit rien, ni dégoût, ni chaleur, juste un vide, comme si ce moment arrivait à quelqu'un d'autre ou sur un écran à plusieurs mètres de là. Elle lui sourit poliment, le remercia et rentra seule chez elle. Ce soir-là, elle resta longtemps devant le miroir de la salle de bain, à étudier son visage, à chercher quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait prouver qu'elle était réelle, qu'elle pouvait ressentir, qu'elle n'était pas vide. Mais tout ce qu'elle voyait, c'était un reflet qui ne lui répondait pas. Élise Monroe épousa Caleb Turner par un doux samedi au début du printemps, alors que les cornouillers commençaient tout juste à fleurir et que l'air sentait encore légèrement l'hiver. La cérémonie eut lieu dans la chapelle où sa famille se rendait depuis des générations, sous les vitraux de Tini qui projetaient des arcs-en-ciel fragmentés sur les bancs. Il n'y avait ni fioritures, ni grandes déclarations, juste une poignée de parents, une lecture des Écritures et le consentement silencieux de deux personnes à qui l'on avait enseigné que c'était la suite naturelle des choses. Elle avait 24 ans, lui 26. Ils se connaissaient depuis l'enfance, s'étaient croisés lors de pique-niques paroissiaux et de fêtes des moissons, et s'étaient parfois assis l'un à côté de l'autre lors de repas communautaires. Caleb était gentil, comme le sont certains hommes,
Un homme stable, à la voix douce, qui n'exigeait pas grand-chose, qui travaillait de ses mains et gardait ses pensées pour lui. Quand il lui avait demandé si elle voulait sortir avec lui, Élise avait répondu oui parce que cela lui semblait être la bonne chose à faire. Ce n'était pas de l'amour, pas comme dans les romans. C'était plutôt un accord, comme la dernière pièce d'un puzzle qui se met en place simplement parce qu'elle a la bonne forme. Leur idylle avait été brève et discrète. Quelques promenades, des dîners partagés, des conversations polies. Il ne l'avait jamais touchée ailleurs que la main ou l'épaule de temps en temps, et elle lui en était reconnaissante. Reconnaissante qu'il ne la pousse pas. Reconnaissante qu'il ne lui demande rien. Ils passèrent leur nuit de noces dans la chambre à l'étage de la maison familiale de Caleb, une pièce nettoyée à la hâte et préparée avec du savon à la lavande et des draps neufs. La maison sentait le vieux bois et le linge repassé. Sa mère avait laissé une part de tarte sur la table de chevet, comme si la douceur pouvait bénir ce qui allait suivre. Élise était assise sur le bord du lit, les doigts crispés sur ses genoux, regardant la bougie se consumer. Caleb entra silencieusement, fermant la porte derrière lui. Il avait l'air nerveux, mal à l'aise, les yeux rivés sur elle, puis sur le sol. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle acquiesça. « Oui, juste fatigué. » Il s'assit à côté d'elle, près d'elle mais sans la toucher. Pendant un long moment, ils se contentèrent de respirer dans le même espace. Puis, doucement, il tendit la main et repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille. Elle ne broncha pas, mais ne se pencha pas non plus vers lui. Son corps resta parfaitement immobile. Quand il l'embrassa, ce fut doux, prudent. Ses mains se posèrent sur sa taille, hésitantes et tremblantes. Elle le laissa faire. Elle ferma les yeux et essaya de lui répondre, de trouver quelque chose, de la chaleur, une étincelle, même de la peur. Mais il n'y avait rien, juste le vide familier, la même pièce creuse où son corps vivait sans elle. Elle essaya de se concentrer sur lui, sur son souffle, sa gentillesse, la façon dont il prononçait son nom. Mais tout lui semblait loin, comme une histoire qu'elle lisait au lieu de la vivre. Quand il lui demanda, avec une hésitation discrète, « Ça va ?» Elle acquiesça à nouveau et il continua non par force ni par domination, mais par confiance, confiance qu'elle était présente, qu'elle le voulait aussi. Après, il la serra dans ses bras, la main posée sur son épaule, incertain. Elle fixait le plafond, la lumière des bougies vacillant sur le plâtre. « Ça allait ?» murmura-t-il. Elle mit trop de temps à répondre. « Oui », dit-elle enfin, « ça allait ?» Il l'embrassa sur la tempe. Elle ferma les yeux, mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé. Pas comme une fissure, mais comme une douce fracture. Une prise de conscience silencieuse. C'est ça, être aimé par quelqu'un qui ne sait pas que vous n'êtes pas entier. Au cours des mois qui suivirent, leur vie s'installa dans une routine tranquille. Caleb travaillait de longues heures dans un garage local, rentrant à la maison avec les ongles encrassés de graisse et un sourire fatigué. Élise entretenait la maison, préparait le dîner et s'occupait d'un petit jardin dans l'arrière-cour où des tomates poussaient obstinément dans l'argile du Kentucky. De l'extérieur, il semblait heureux. 2 personnes remplissant les rôles qu'on attendait d'eux. À l'intérieur, Élise dérivait. Chaque nuit, elle s'allongeait à côté de Caleb, son souffle doux et régulier à ses côtés, son bras posé sans serrement autour de sa taille. Il ne la pressait jamais, ne lui demandait jamais rien qu'elle ne soit disposée à donner. Alors elle lui donnait ce qu'elle pouvait, de la docilité, de la chaleur, du silence. Il prenait cela pour de l'amour. Elle le laissait faire. Leur vie physique était devenue rare, prévisible. Caleb était toujours gentil, toujours attentionné, mais peu importe le nombre de fois où il essayait de la rapprocher de lui, de créer un lien, elle restait inaccessible. Elle ne disait jamais non, ne lui demandait jamais d'arrêter, mais elle ne répondait jamais non plus. Son corps agissait comme il le devait, mais son esprit était ailleurs, flottant quelque part au-dessus, observant tout se dérouler comme une scène d'une pièce pour laquelle elle n'avait pas auditionné. Parfois, elle se demandait s'il remarquait quelque chose, si le vide dans ses yeux ou la légère tension de son corps l'avaient frappé. Mais si c'était le cas, il n'en faisait jamais mention. Peut-être était-il reconnaissant de cette tranquillité, de cette simplicité. Peut-être pensait-il que c'était ainsi que fonctionnait le mariage. Au fil du temps, il parlait de moins en moins, non par colère, mais par inertie. Les silences s'allongeaient, remplis du cliquetis des assiettes et du ronronnement du réfrigérateur. Les conversations tournaient autour des courses, des factures, des potins de la petite ville, rien de profond, rien de dangereux.
Élise gardait ces questions enfouies au fond d'elle-même, repliées dans un coin de son esprit où même elle n'osait pas regarder. Elle était devenue experte dans l'art de sourire pendant les réunions à l'église, de tenir la main de Caleb pendant les hymnes, d'acquiescer quand on leur demandait s'ils étaient heureux. Et d'une certaine manière, elle l'était. Du moins dans le sens où l'engourdissement peut parfois se faire passer pour la paix. Elle avait à manger, un toit, un mari gentil, elle n'avait pas de bleu, personne ne lui criait dessus, personne ne la menaçait. Et pourtant, un vide la suivait comme une ombre, en particulier les après-midi calmes, lorsque le vent tournait et apportait avec lui l'odeur du vieux bois et de la fumée, lui rappelant la remise derrière la chapelle, la table recouverte d'une nappe en lin, le moment où son corps avait été réécrit sans son consentement. À 28 ans, Élise a donné naissance à une fille. Ils l'ont appelée Emma. L'accouchement a été long et difficile, mais quelque chose en elle s'est adouci lorsqu'elle a tenu le bébé contre sa poitrine pour la première fois. Emma était chaude, ridée, et sentait comme la promesse de quelque chose d'intact. Élise a regardé sa fille dans les yeux et a vu tout ce qu'elle n'avait jamais été autorisée à devenir. Pendant un instant, elle s'est autorisée à croire que peut-être, juste peut-être, elle pourrait protéger cet enfant, que peut-être le silence prendrait fin avec elle. Mais Summer Hollow avait la mémoire longue. Les traditions se transmettaient à voix basse, dans les églises et sous les porches, dans les plats à gratin et les couvertures pour bébés. La semaine où Emma eut 5 ans, Esther vint lui rendre visite. Elle apporta avec elle une boîte de vieux linge de maison et une certitude tranquille. Elle va bientôt devoir commencer à apprendre les prières, dit-elle, en posant la boîte sur la table de la cuisine avec un bruit sourd. 8 ans, ça passe vite. Élise ne dit rien. Elle attendit qu'Esther soit partie, puis elle s'assit à table pendant un long moment, fixant la boîte, ses doigts suivant les bords du tissu plié. À ce moment-là, quelque chose commença à bouger en elle. Pas encore une décision, pas encore un plan, mais un sentiment, vif, indéniable, et qui poussait contre les parois de sa vie vide. Elle regarda vers la chambre où Emma dormait et, pour la première fois depuis des années, elle sentit une chaleur monter dans sa poitrine, pas de la peur, pas du chagrin, de la colère. Emma avait eu 7 ans début août, un jour si humide qu'on avait l'impression de marcher dans de la buée. L'air collait à la peau, chargé du bourdonnement des insectes et de l'odeur des fruits mûrs tombés des arbres. Élise avait prévu une fête tranquille, juste pour elles 3. Un gâteau aux fraises fait maison, des cartes dessinées à la main et un poney en plastique qu'Emma avait entouré dans un catalogue quelques semaines auparavant. C'était modeste, mais chaleureux, authentique, le genre de souvenir qu'Élise espérait que sa fille garderait comme un petit trésor dans sa poche, longtemps après que les couleurs de l'enfance auraient commencé à s'estomper. Cette nuit-là, alors qu'Emma dormait, emmêlée dans ses draps, le coin de la bouche encore recouvert de glaçage, Élise se tenait à la fenêtre et regardait le ciel changer. Des nuages d'orage s'amassaient à l'ouest, pas encore de pluie, mais la promesse de quelque chose d'inévitable, quelque chose qui pesait sur l'atmosphère. Le lendemain matin, Esther arriva. Elle portait une boîte, non emballée, non cachée, juste une simple caisse en bois usée par le temps et les manipulations. Elle la posa délicatement sur la table de la cuisine, puis s'assit en face d'Élise, les mains jointes sur ses genoux. « Elle grandit, dit-elle en désignant la chambre d'Emma. Elle te ressemble de plus en plus. » Élise ne répondit pas. Elle avait les yeux rivés sur la boîte. L'odeur du cèdre s'en dégageait comme un avertissement. « J'ai apporté le matériel, » continua Esther. « Du linge, de l'huile, le vieux livre de cantiques. Nous commencerons doucement par des prières et des histoires, des enseignements simples. Tu te souviens ?» Élise s'en souvenait trop bien. Les chants qui résonnaient dans les murs, le tissu blanc qui évoquait davantage la capitulation que la pureté, le bol d'eau, le calme qui suivait, le silence qui résonnait plus longtemps que n'importe quelle voix. « Elle n'est pas prête, » dit Élise d'une voix basse, à peine plus forte qu'un murmure. Esther ne broncha pas. Aucune fille ne l'est, mais il ne s'agit pas d'être prête, il s'agit d'obéir, de les protéger avant que le monde n'ait la chance de les corrompre. Élise se leva lentement, les mains crispées sur ses hanches. Ce n'est qu'une enfant. « Raison de plus, » répondit Esther, toujours d'une voix calme. « Avant qu'elle ne commence à poser des questions, avant que le désir ne s'éveille en elle, tu sais à quel point cela peut être dangereux. » Poummo, une bouffée de chaleur envahit Élise, inattendue et intense. Elle se détourna, craignant que son visage ne trahisse ses émotions. Cette nuit-là, elle s'assit au pied du lit d'Emma longtemps après que la fillette se fut endormie.
La pièce était remplie de respirations douces et d'une légère odeur de shampoing et de soleil. Élise regardait la poitrine de sa fille se soulever et s'abaisser, ses petites mains repliées sous sa joue, et se demandait comment quelqu'un pouvait croire que cet enfant avait besoin d'être purifié. Elle repensa à sa propre 7e année, à la façon dont les femmes en robe avaient souri avec une révérence étudiée, à la vive douleur et à la douleur sourde, et à la façon dont elle avait fait semblant de ne pas remarquer que son corps commençait à disparaître. Elle avait survécu, mais survivre n'était pas la même chose que vivre, et elle en portait la preuve chaque jour depuis lors. Pendant la semaine qui suivit, elle ne dit mot. Elle vaquait à ses tâches, acquiesçait aux instructions d'Esther, pliait le linge sans faire de commentaires. Elle avait besoin de temps, non pas pour planifier, mais pour rassembler ses forces, pour retrouver la voix qui était restée inutilisée si longtemps qu'elle s'était presque rouillée. Elle revint par bribes. Un soir, alors que Caleb séchait la vaisselle à côté d'elle, elle lui demanda prudemment « Tu t'es déjà demandé pourquoi j'étais comme ça ?» Il la regarda, perplexe. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire distante, froide. Je sais que tu le sens, je l'ai senti aussi pendant des années. » Il hésita, puis répondit « J'ai toujours pensé que tu ne m'aimais pas de la même façon, et j'ai appris à l'accepter. »« Je pensais que j'étais brisée, dit-elle. Je pensais qu'il me manquait quelque chose, mais ce n'était pas le cas, on me l'avait pris. » Et voilà. La vérité était enfin révélée entre eux, enfin exprimée à voix haute, au lieu d'être gardée secrète. Caleb resta longtemps sans parler. Quand il reprit la parole, sa voix était plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Est-ce que ça doit arriver à Emma aussi ?»« Non, répondit-elle. « Ce n'est pas nécessaire. » Le lendemain matin, Élise remit la boîte en cèdre dans les mains d'Esther. « Nous ne ferons pas cela, dit-elle. Pas avec Emma, jamais. » Esther plissa les yeux. « Tu refuses la volonté des anciens. »« Je protège ma fille, répondit Élise. Et si cela fait de moi une hérétique, tant pis. » Et ça, c'est scrapestant, elle s'attendait à de la rage, à des accusations, à l'exil. Mais Esther se contenta de hocher lentement la tête et de se détourner. Plus tard dans la journée, Élise se promena avec Emma dans le verger derrière leur maison. Les arbres étaient chargés de fruits, leurs branches ployantes vers le sol. Emma courait devant, laissant derrière elle un sillage de rire, et pendant un instant, Élise sentit quelque chose d'inconnu monter en elle. Pas seulement du soulagement, pas seulement de la défiance, mais aussi de l'espoir. Élise n'avait jamais eu l'intention de travailler dans un hôpital, mais lorsque Emma avait commencé l'école et que la maison lui semblait trop calme, trop lente, elle avait accepté un poste d'assistante administrative au centre médical du comté, juste à la sortie de Summer Hollow. Le salaire était modeste, les horaires raisonnables. La plupart des journées se déroulaient au rythme des dossiers et des classeurs, des appels téléphoniques pour confirmer les rendez-vous et donner des indications à des personnes qui semblaient plus perdues que malades. C'était le genre de travail qui ne posait pas trop de questions. Élise aimait ça. Elle pouvait se fondre dans la routine, bien à l'abri entre les horaires et le silence. Un jeudi après-midi de fin octobre, on lui demanda de participer à la préparation d'un petit symposium organisé dans l'une des plus grandes salles de conférence. Un groupe de professionnels de la santé était venu d'un autre État dans le cadre d'un programme universitaire axé sur la santé des femmes en milieu rural. Élise a apporté un chariot rempli de bouteilles d'eau et de documents, et a disposé les chaises en rangées bien ordonnées pendant que 2 femmes déballaient le matériel à l'avant. Elles ne ressemblaient pas à la plupart des personnes qui fréquentaient l'hôpital. Elles étaient sûres d'elles, calmes, mais avec une chaleur qui ne semblait pas feinte. L'une d'elles, une femme d'une 40aine d'années, aux cheveux courts striés d'argent et aux yeux sombres, a croisé le regard d'Élise et lui a souri. « Merci d'avoir organisé cela, dit-elle. Vous êtes Élise, n'est-ce pas ?» Élise acquiesça. « Oui, bienvenue. »« Oh, je suis le docteur Amelia Chase. Nous sommes reconnaissants d'être ici. » Sa voix était basse et posée. Il y avait quelque chose en elle qu'Élise ne pouvait pas définir. De l'assurance peut-être, de la gentillesse, mais méritée. La présentation commença peu après. Élise s'attarda à l'arrière de la salle, faisant semblant de ranger des documents, tandis que les diapositives s'affichaient sur l'écran du projecteur. « Aujourd'hui, docteur, commença Chase, nous allons parler des traumatismes qui se cachent à la vue de tous. Nous allons parler des corps modifiés sans consentement et du long deuil silencieux qui s'ensuit.
Élise sentit son pouls accélérer. Elle ne savait pas pourquoi, seulement que l'air semblait soudain plus lourd. Au fur et à mesure que les diapositives défilaient, des phrases apparurent qui la frappèrent comme de minuscules décharges électriques. Les mutilations génitales féminines, MGF, parfois appelées excisions, sont souvent pratiquées en silence sous le voile de la tradition. Effets à long terme, perte de sensation, détresse psychologique, difficulté à avoir des relations intimes, syndrome de stress post-traumatique. Elle retint son souffle. La voix du médecin continua. Dans certaines communautés, cela est présenté comme un rite de passage, une obligation religieuse, un moyen d'assurer la pureté. Mais au fond, il s'agit d'une forme de violence. Et le plus difficile, c'est que beaucoup de femmes ne savent même pas que cela a un nom. Élise était figée. La pièce bourdonnait autour d'elle, les stylos griffonnaient, les gens hochaient la tête, mais elle n'était plus là. Elle avait à nouveau 8 ans, allongée sur un drap, la pièce tournoyant à la lueur des bougies. Elle avait 16 ans, fixant un miroir. Elle avait 24 ans, allongée à côté de Caleb, silencieuse et immobile. Et maintenant, elle était ici, et il y avait des mots réels, qui donnaient un nom au fantôme qu'elle portait en elle. Elle quitta la salle avant la fin, s'enferma dans les toilettes du personnel et s'assit sur le couvercle des toilettes fermées, les mains pressées contre ses tempes. Son cœur battait à tout rompre, mais pas de peur, plutôt de reconnaissance, de rage, de la possibilité terrifiante et libératrice qu'elle n'ait pas été folle ou brisée, mais simplement trahie. Plus tard dans la soirée, longtemps après la fin du symposium, Élise trouva le Dr Chase dans le parking en train de charger des cartons à l'arrière d'un SUV de location. « Dr Chase », dit-elle d'une voix à peine audible. La femme se retourna, surprise mais souriante. « Bonsoir, tout va bien ?» Élise hésita puis s'avança. « Ce que vous avez dit là-bas, à propos de se couper, de ne pas savoir. » Le sourire de Dr Chase s'estompa pour laisser place à une expression plus douce. Elle acquiesça lentement. « Oui, qu'est-ce? Vous pensez que cela a pu vous arriver? Je sais que c'est le cas, répondit Élise. Je ne connaissais pas le mot pour le dire, jusqu'à aujourd'hui. La docteure ferma la portière de la voiture et s'appuya contre elle. Vous n'êtes pas seule, Élisée. Vous n'êtes pas la première et vous avez des options. Lise baissa les yeux vers ses mains, vers le léger tremblement de ses doigts. Quel genre de solution? Nous avons travaillé avec des survivants qui voulaient comprendre ce qui était possible sur le plan émotionnel et physique. Il existe des évaluations. Il existe des opérations chirurgicales pour certains. Il existe des thérapeutes spécialisés dans ce type de traumatisme. Élise déglutit péniblement. Est-ce réversible? Pas entièrement, répondit doucement Dr. Chase. Mais pour beaucoup de femmes, il y a guérison. Il y a reconnexion. Il y a une vie au-delà de ce qui leur a été enlevé. Élise sentit ses genoux fléchir. Elle s'appuya contre la voiture pour se stabiliser. Pendant un instant, le monde bascula, puis se redressa. « J'ai une fille, dit-elle. Elle a 7 ans. Je les ai arrêtés. Je leur ai dit non, mais je ne savais pas pourquoi jusqu'à présent. »« Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses, dit le médecin. Vous avez déjà fait le choix le plus difficile. » Ils échangèrent leurs coordonnées. Élise glissa la carte dans son sac à main comme si elle était en verre. Ce soir-là, elle s'assit sur le bord de son lit et fixa le plafond. Pour la première fois depuis des décennies, elle sentit quelque chose bouger en elle. Pas de la douleur, pas du chagrin, de la clarté. C'était un nouveau départ. L'email resta dans son dossier, brouillon, pendant 3 jours. Elle l'avait rédigé le lendemain du symposium, les doigts tremblants sur le clavier, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Il était court, quelques lignes seulement. Une demande d'informations supplémentaires, une sorte de confession et une question qu'elle n'osait presque pas poser. Que se passera-t-il si je dis que je veux le faire? Le 4e matin, Élise appuya sur « Envoyer ». Le Dr Chase répondit en quelques heures. Son message était chaleureux, direct, sans aucune trace de pitié. Il présentait différentes options, proposait des liens vers des articles et incluait les coordonnées d'une clinique de santé féminine de Louisville à New York, spécialisée dans les soins reconstructifs pour les survivantes de MGF. Il y avait des formulaires d'admission, des conseils pour le voyage, un calendrier. Mais ce qui ressortait le plus, c'était la dernière phrase. «
Vous n'êtes pas seule. Vous méritez de vous sentir à nouveau entière. » Élise relut ces mots encore et encore, comme s'ils risquaient de disparaître. Au cours des soirées tranquilles qui suivirent, elle commença à s'imaginer dans cet avion, entrant dans un monde où personne ne connaissait son passé, un monde où elle pourrait revendiquer quelque chose pour elle-même sans avoir à s'expliquer ni à avoir honte. Cette idée était à la fois terrifiante et exaltante. Elle n'en parla pas à Caleb, pas encore. Depuis longtemps, ils avaient glissé vers une sorte de distance cordiale, respectueuse, fonctionnelle. Vide, il remarqua qu'elle était plus calme, peut-être plus concentrée, mais il n'insista pas. Et Élise se surprit à apprécier cet espace, même s'il résultait d'une déconnexion plutôt que d'une compréhension. Réserver le vol lui semblait irréel. Ses mains tremblaient lorsqu'elle saisit les informations de sa carte de crédit, comme si l'ordinateur allait refuser la transaction pour des raisons morales. Mais ce ne fut pas le cas. Quelques clics plus tard, elle avait un billet aller-retour pour New York dans 3 jours. Une consultation, une opération si elle décidait de la subir. Une chance de récupérer quelque chose qu'elle ne savait même pas nommer. La veille de son départ, elle fit une valise légère, juste un petit sac qu'elle pouvait porter elle-même. Elle sortit une écharpe qu'Emma lui avait offerte à Noël dernier, rose avec de petites étoiles brodées. Elle la tint longtemps dans ses mains avant de la plier délicatement et de la glisser dans la poche latérale. Emma l'observait depuis l'embrasure de la porte. « Où vas-tu, maman ?» Élise se retourna et sourit. « Juste un petit voyage pour ma santé. »« Ça va faire mal ?» Élise s'agenouilla et prit le visage de sa fille entre ses mains. « Peut-être un peu, mais c'est quelque chose que je dois faire pour aller mieux, pour être plus moi-même. » Emma acquiesça, comme si elle comprenait. Peut-être était-ce le cas. Les enfants savent souvent ce que les adultes s'efforcent de cacher. À l'aéroport, Élise se déplaçait comme une femme dans un rêve. Elle n'avait jamais pris l'avion. Les lumières du terminal étaient trop vives, les voix trop fortes, mais elle suivit les panneaux, serra sa carte d'embarquement comme un talisman et monta dans l'avion avec la détermination silencieuse de quelqu'un qui s'apprête à commencer une nouvelle vie. Alors que les moteurs rugissaient et que le sol s'éloignait sous ses pieds, Élise regarda par le hublot. Les collines du Kentucky s'estompèrent en taches vertes et dorées, les rivières serpentant comme des veines à travers le paysage. Quelque part en bas se trouvait Summer Hollow, niché dans son cocon, gardant précieusement ses secrets. Mais Élise ne faisait plus partie de son silence. À 30 000 pieds d'altitude, elle se laissa aller à se souvenir, non pas de la douleur, mais de l'absence, des années passées à faire semblant, des nuits à fixer le plafond en se demandant pourquoi elle se sentait comme un fantôme dans son propre corps. Et pour la première fois, elle ne refoula pas ses souvenirs, elle les laissa s'installer. Elle en fut témoin car ce qui lui avait été enlevé méritait d'être reconnu, et ce qui allait suivre, elle seule pourrait le choisir. La clinique se trouvait dans une rue calme, dans un quartier verdoyant de la ville, dans un vieil immeuble en grès-brun recouvert de lierre qui s'enroulait autour des balustrades et des fenêtres, donnant sur les arbres qui commençaient tout juste à perdre leurs feuilles. Élise resta longtemps devant le bâtiment, son sac en bandoulière, le cœur battant un peu trop vite. Elle n'avait pas peur du bâtiment, mais de ce qu'il représentait. À l'intérieur, l'atmosphère était calme et chaleureuse. Éclairage tamisé, ton neutre, odeur de lavande et de coton propre. Une femme à l'accueil lui sourit et lui demanda son nom. Élise le donna, surprise par le ton assuré de sa voix. Elle fut conduite dans une salle d'attente où 2 autres femmes étaient assises. L'une était plus âgée, la quarantaine peut-être, avec des yeux sombres et un foulard noué autour de la tête. L'autre semblait plus jeune qu'Élise, les mains jointes sur les genoux, les jambes bougeant légèrement au rythme de sa nervosité. Elles ne parlèrent pas, mais lorsque leurs regards se croisèrent, il y eut un éclat indéniable. Elles se reconnaissaient. Pas leur visage, mais leur expérience, leur survie. Une infirmière l'appela. Élise se leva, lissa sa jupe et suivit. La salle d'examen était silencieuse. Dr. Chase était déjà là, cette fois vêtue d'une blouse blanche, l'air aimable mais concentré. Elle salua Élise comme une vieille amie, sans pitié mais avec beaucoup de présence. « Merci d'être venue, dit-elle. Je sais que ce n'est pas facile. »« Ce n'est pas facile, admit Élise, mais je pense que c'est la bonne décision. » Le docteur Chase acquiesça et lui expliqua ce qui allait se passer, doucement, clairement, sans omettre les parties difficiles. Ils allaient d'abord procéder à un examen physique, puis discuter des options qui s'offraient à elle. Il existait des possibilités de reconstruction, de réparation nerveuse,
de suivi psychologique et de suivi médical. Pas de pression, pas de précipitation. Élise s'assit sur la table d'examen, le papier froissé sous elle, et prit une profonde inspiration. Elle avait passé tellement de temps à prétendre que son corps était un territoire neutre, ni à détester, ni à aimer, juste à tolérer. Mais ici, maintenant, elle lui permettait d'avoir de l'importance. L'examen était clinique, mais empreint de compassion. Le docteur Chase commentait chaque étape, vérifiant la réponse nerveuse, l'état des tissus, la configuration des cicatrices. Lorsqu'elle eut terminé, elle regarda Élise avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Vous avez plus d'intégrité nerveuse que ce que nous voyons parfois, dit-elle. Il y a un réel potentiel ici. Si vous décidez de continuer, je pense que nous pouvons vous aider à retrouver une partie de ce que vous avez perdu. » Élise retint ses larmes, non pas de tristesse, mais parce qu'elle réalisait soudainement que ce n'était pas la fin de son histoire, que l'engourdissement et le silence n'étaient pas permanents. « D'accord, murmura-t-elle. Je veux essayer. » Alors, nous allons établir un plan ensemble, dit le docteur Chase. Une étape à la fois. De retour dans le hall, Élise attendait pour signer les formulaires, l'esprit encore sous le choc de tout ce qu'elle venait d'apprendre. La jeune femme de tout à l'heure se tenait à côté d'elle, se mordillant la lèvre, visiblement nerveuse. Élise se tourna légèrement vers elle et lui demanda d'une voix douce « C'est la première fois ?» La jeune fille acquiesça. « Oh oui. Et vous ?» Élise sourit. « Oui. Mais je crois que c'est aussi la première fois que j'ai l'impression de ne pas être brisée. » La jeune fille cligna des yeux, puis sourit à son tour. « Moi aussi. » Elles ne se présentèrent pas, elles n'en avaient pas besoin. À cet instant, il leur suffisait de savoir que quelqu'un d'autre les comprenait. Cette nuit-là, dans la petite chambre d'hôtel située à quelques pâtés de maison de la clinique, Élise se tenait devant le miroir de la salle de bain. Elle regardait son visage, ses yeux. Elle touchait sa clavicule, ses épaules, son ventre, non pas avec jugement, mais avec curiosité, comme si elle saluait quelqu'un qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Elle n'était pas encore entière, mais pour la première fois, elle croyait qu'elle pouvait l'être, et cette conviction lui donnait l'impression de voler. Le matin de l'opération arriva, enveloppé d'un ciel gris et d'une pluie légère. Élise se réveilla avant le réveil, le cœur déjà éveillé, battant à un rythme qui n'était pas tout à fait de la peur, mais presque. Elle resta immobile un moment, écoutant le doux crépitement contre la fenêtre de l'hôtel, le monde extérieur silencieux et flou. Elle passa les heures comme dans un rêve. Douche, habillage, vérification du sac qu'elle avait à peine déballé. L'écharpe d'Emma était pliée dans la poche latérale et elle la sortit, la lissant entre ses paumes, rose, parsemée de petites étoiles cousues par de minuscules mains. Elle l'enroula autour de son poignet et fit un petit nœud, un talisman. À la clinique, l'air sentait à nouveau l'antiseptique et la lavande. Un mélange étrange, mais étrangement réconfortant. L'infirmière la conduisit dans un couloir qu'elle n'avait jamais vu auparavant, jusqu'à une salle de préparation où la lumière était tamisée et où une blouse d'hôpital était pliée sur le lit. Le docteur Chase l'y attendait. « Élise, dit-elle doucement, comment vous sentez-vous ? » « Je ne sais pas, admit Élise, comme si j'allais entrer dans un endroit que je n'ai vu que dans mes cauchemars, mais aussi comme si j'étais prête. Le docteur Chase acquiesça. « C'est exactement là où vous devez être. » Ils passèrent ensemble en revue les derniers documents. Risque, consentement, plan de rétablissement. Élise parapha chaque case d'une main ferme. Elle avait peur, oui, mais pas de l'opération en elle-même. Elle avait peur de ce qu'elle pourrait révéler, de ce qu'elle pourrait ressentir lorsque l'engourdissement aurait disparu. Elle enfila la blouse et noua le dos d'une main maladroite. L'infirmière lui a mis une perfusion. L'anesthésiste est entré, aimable et calme, et lui a expliqué ce qui allait se passer. Élise a acquiescé, les mots glissant sur elle comme des vagues chaudes, une partie d'elle-même flottant encore au-dessus de son propre corps. Quand on la conduisit dans la salle d'opération, la lumière n'était plus vive, stérile. Le bourdonnement des machines, le tintement discret des instruments. Le docteur Chase se tenait à ses côtés, une main posée légèrement sur son bras. « Vous êtes en sécurité ici, dit-elle. C'est votre choix, votre moment. Nous sommes là pour vous aider à redevenir vous-même. » Élise cligna des yeux, puis l'anesthésie fit effet. Ce n'était pas vraiment le sommeil. C'était comme dériver, lâcher prise. La dernière chose dont elle se souvint,
Ce fut les lumières du plafond qui se fondaient en étoiles, et une voix, peut-être la sienne, peut-être imaginaire, qui murmurait « Vous pouvez revenir ». Quand Élise se réveilla, le monde était sombre et silencieux, la pièce filtrée par un voile de sommeil et de morphine. Elle cligna des yeux face à la lumière, désorientée, comme si elle avait été sous l'eau, et venait seulement de refaire surface pour respirer. Un bip doux résonna quelque part à sa gauche, régulier et lent, comme un métronome marquant son retour. Il lui fallut un moment pour se rappeler où elle était, puis les pièces du puzzle se mirent doucement en place. La blouse, la perfusion dans son bras, l'odeur d'antiseptique mêlée à un parfum floral. Elle avait la gorge sèche, les membres lourds, mais sous tout cela, quelque part plus profondément, elle se sentait présente. Le Dr Chase apparut à son chevet quelques minutes plus tard, un bloc-notes à la main, le visage aimable mais concentré. « Vous êtes réveillé ?» dit-elle doucement. « C'est bien. L'opération s'est bien passée. » Élise essaya de parler. Sa voix n'était qu'un murmure. « Je suis là. »« Oui ?» dit le Dr Chase en posant son bloc-notes et en s'asseyant sur le bord du lit. « Vous êtes bien là. Et tout semble aller bien. Aucune complication. Nous allons vous surveiller pendant la nuit, mais je pense que tout ira bien. » Élise acquiesça, ses paupières se refermant, mais cette fois, ce n'était pas le sommeil qui l'emportait. C'était la paix, un calme qu'elle ne savait pas que son corps pouvait contenir. Plus tard, lorsque le brouillard se dissipa davantage, une infirmière l'aida à s'asseoir légèrement et lui offrit des glaçons. Élise les prit avec gratitude, chaque morceau fondant sur sa langue comme quelque chose de sacré. Elle baissa les yeux vers son corps, non pas avec crainte, mais avec une curiosité hésitante. Il y avait de la gaze, une douleur sourde, mais aussi une tranquillité qui semblait méritée. La douleur, lorsqu'elle se manifestait, était supportable. Une douleur vive, certes, mais pas aiguë ni terrifiante. C'était le genre de douleur qui signifiait que quelque chose était en train de guérir, de se reconstruire. Elle resta allongée pendant des heures, regardant l'ombre des stores se déplacer sur le mur. Elle pensa à sa fille, à l'écharpe nouée autour de son poignet, désormais légèrement froissée, à sa propre mère et aux femmes qui avaient cru bien faire en la plaçant ici. Puis elle pensa à la petite fille qu'elle était autrefois, celle qui était allongée sur la table à l'âge de 8 ans, les yeux écarquillés, le silence ancré dans ses os. Cette petite fille n'avait pas disparu, elle avait simplement attendu. Élise tendit la main vers elle. « Tu es en sécurité maintenant, pensa-t-elle. Je suis là, je suis revenue pour toi. » Le lendemain matin, le Dr Chase revint avec des instructions pour les soins post-opératoires, un calendrier et des encouragements discrets. Elle répondit aux questions d'Élise sans se presser, sans éviter les questions difficiles. « Il y aura peut-être des moments où tu ressentiras tout en même temps, dit-elle. Des émotions, des sensations, du chagrin, de la joie. Cela peut être bouleversant. »« Je pense que je suis prête, » répondit Élise. « Ou du moins plus prête que je ne l'ai jamais été. » Elles sourirent toutes les deux. Quand il fut temps de partir, Élise s'habilla lentement, avec précaution, consciente de chacun de ses mouvements, non pas effrayée, mais simplement éveillée. Dehors, la ville bougeait autour d'elle, indifférente et animée. Elle héla un taxi pour retourner à l'hôtel et roula en silence, la main posée délicatement sur le bandage caché sous son manteau. Elle ne se sentait pas encore entière, mais elle avait l'impression d'avoir mis un pied sur le chemin qui lui permettrait d'y parvenir. Ce soir-là, elle se tenait à nouveau dans la salle de bain de l'hôtel, regardant le miroir. Son visage était pâle, ses yeux cernés par la fatigue, mais il y avait aussi quelque chose de nouveau, quelque chose de stable. Elle toucha sa poitrine, son ventre, ses hanches, puis plus bas, là où l'engourdissement avait autrefois régné sans partage. Elle ne ressentait pas encore tout, mais pour la première fois, elle ressentait quelque chose, et cela lui suffisait. Quand Élise revint à Summer Hollow, la ville était exactement la même. Les routes serpentaient toujours à travers les champs saupoudrés d'or. Le clocher de l'église reflétait toujours le soleil juste avant le crépuscule, et le même ruisseau résonnait depuis la balancelle chaque fois que le vent soufflait. Mais quelque chose en elle avait changé, et le monde ne lui semblait plus tout à fait le même. Elle sortit du taxi et resta un long moment devant sa maison, laissant le poids de son foyer reposer sur ses épaules. Elle n'avait pas l'impression d'être de retour, mais plutôt d'être arrivée. Emma dévala les marches avant qu'Élise ait eu le temps de frapper, les bras grands ouverts, les cheveux ébouriffés par l'excitation.
Maman !» cria-t-elle en se jetant contre Élise avec toute la force de son petit corps. Élise s'agenouilla, serra sa fille dans ses bras et enfouit son visage dans ses boucles. Elle respira profondément, humant l'odeur du soleil, du beurre de cacahuète et du shampoing, et sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. Caleb apparut dans l'embrasure de la porte, les mains enfoncées dans les poches de son jean. Il lui adressa un petit sourire hésitant, respectueux. « Salut » dit-il. « Salut » répondit-elle en se levant lentement. Ils ne s'embrassèrent pas, ce n'était pas nécessaire, mais il tendit doucement la main, prit son sac et la conduisit à l'intérieur. La maison semblait intacte. La cuisine sentait encore légèrement le romarin. Un bouquet de fleurs sauvages était disposé dans un bocal en verre sur la table, clairement cueillies avec soin, mais sans fantaisie. Élise passa ses doigts sur le comptoir, notant chaque rainure familière dans le bois. Au cours des jours suivants, elle se déplaça avec précaution, à l'écoute de son corps comme elle ne l'avait jamais fait auparavant. Chaque étirement, chaque mouvement, chaque respiration devint un acte d'attention. Elle ressentait certes de la douleur, mais aussi une étrange excitation à sentir sa peau réagir, à se réveiller non seulement physiquement mais aussi spirituellement. Elle se surprit à fredonner en pliant le linge, à sourire au soleil qui filtrait à travers les rideaux, à passer ses doigts sur ses poignets, son cou, ses cuisses, non pas avec nostalgie, mais avec émerveillement. C'était son corps, entièrement sien. Un matin, une semaine après son retour, Élise était assise sur le porche avec Caleb. L'air sentait l'herbe coupée et la pluie lointaine. Emma faisait la sieste. Le silence entre eux semblait différent maintenant, moins comme un gouffre, plus comme une pause partagée. Caleb rompit le silence le premier. « Tu sembles plus légère, dit-il. »« Différente. »« Je le suis, » répondit Élise d'une voix ferme. L'opération n'était pas seulement physique. Elle a ouvert quelque chose. Il acquiesça, les yeux fixés sur le champ. « Tu as toujours été difficile à atteindre. Je pensais que c'était de moi, que je n'étais pas assez bien. »« Ce n'était pas toi, » dit-elle. « Ce n'était personne. J'ai été arraché à moi-même avant d'avoir eu la chance de savoir qui j'étais. J'ai vécu comme un fantôme. » Caleb se tourna vers elle. « Et maintenant, je pense que j'apprends à être ici, pleinement ici. » Il resta silencieux pendant un long moment, puis il demanda doucement. « Tu penses qu'il y a une place pour moi là-dedans ?» Élise le regarda et, pour la première fois depuis des années, elle le vit vraiment. Pas seulement l'homme avec qui elle avait vécu, mais l'homme qui avait attendu, même imparfaitement, qu'elle rentre à la maison. « Je ne sais pas à quoi ressemble cet endroit, dit-elle honnêtement, mais je suis prête à le découvrir. » Cette nuit-là, elle s'allongea dans son lit, la fenêtre entr'ouverte. Les bruits de Summer Hollow s'infiltraient, le bruissement des feuilles, le couassement des grenouilles, les aboiements occasionnels d'un chien au loin. Elle toucha à nouveau sa peau, laissant ses doigts glisser sur la courbe de sa hanche, le creux de son ventre. Elle ne ressentait ni urgence ni honte. Puis, prudemment, elle laissa sa main descendre plus bas, lentement, consciemment. Il n'y eut ni secousse ni éclair, mais une chaleur, une subtile électricité inconnue qui vibrait juste sous la surface. Elle inspira, expira et la sentit monter, douce comme la marée qui tire sur le rivage. Des larmes lui montèrent aux yeux, non pas de chagrin cette fois, mais d'émerveillement. Elle n'était pas brisée. Elle n'avait jamais été brisée, elle avait seulement attendu de revenir. Tout a commencé avec une seule page, tard dans la nuit, longtemps après qu'Emma se soit endormie et que la maison soit plongée dans le silence, sous une couverture de grillons et de brises, Élise s'est assise à la table de la cuisine et a ouvert un document vierge sur son ordinateur portable. Elle a fixé l'écran pendant un long moment, le curseur clignotant comme un battement de cœur, régulier et patient. Puis elle a commencé à taper. Au début, elle ne savait pas ce qu'elle allait écrire. Ce n'était que des fragments, des souvenirs, des sensations, la table derrière l'église, le silence qui avait suivi, les années passées à essayer de ressentir quelque chose sans y parvenir, l'opération, le réveil, le retour. Elle ne corrigeait pas, ne revenait pas en arrière. Elle écrivait avec l'urgence de quelqu'un qui avait attendu trop longtemps pour parler. Les heures passaient, la maison s'enfonçait dans la nuit, et elle continuait d'écrire. À l'aube, elle avait rédigé plus d'une douzaine de pages, brutes, inégales, mais vivantes. Quelques jours plus tard, elle en a publié une version sur un forum consacré à la santé des femmes, de manière anonyme. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un réponde. Peut-être qu'au fond d'elle-même, elle ne le souhaitait même pas. Mais les réponses sont affluées. Les commentaires ont d'abord été rares, puis ils se sont multipliés. « Merci d'avoir dit ce que je n'ai jamais pu dire. Je pensais être seule. »
Ce new oh. C'est aussi mon histoire, mot pour mot. Des femmes de tout le pays, du monde entier, des inconnus, certes, mais des sœurs dans le silence. Leurs mots ont traversé les océans et les fuseaux horaires, tissant d'une tapisserie de blessures qui n'avaient jamais cicatrisé parce que personne n'avait osé les nommer. Élise a lu tous les messages. Elle a répondu à certains, en a imprimé d'autres et les a conservés dans une boîte à chaussures sous son lit. Elle ne savait pas trop pourquoi. Peut-être parce que les voir sur papier les rendait réels, la rendait réelle. Quelques semaines plus tard, elle reçut un email d'un centre universitaire pour femmes dans l'Ohio. Ils avaient lu son message. Ils organisaient une table ronde sur le silence culturel, les traumatismes et la guérison. Accepterait-elle d'intervenir? Sa première réaction fut de refuser. Elle n'était pas oratrice. Elle n'avait ni diplôme, ni formation, ni voix capable de porter devant un public, mais quelque chose en elle, plus fort maintenant, plus sûr, lui disait « Tu as déjà dit la vérité, ce n'est qu'une autre salle où la dire. » Elle a dit « oui ». La veille de l'événement, Élise se tenait devant le miroir de l'hôtel et répétait son discours. Sa voix tremblait, se brisait par moments, ses paumes étaient moites de nervosité. Mais les mots étaient les siens, entièrement. Dans l'auditorium, les lumières étaient tamisées et chaleureuses. Les chaises se remplissaient lentement. Étudiants, professeurs, survivants, alliés. Élise était assise dans les coulisses, le cœur battant comme un tambour dans sa poitrine. Quand on l'a appelée, elle est entrée dans la lumière. Le micro lui semblait trop haut, elle l'ajusta, prit une inspiration, puis se mit à parler. Elle ne parla pas seulement de ce qui lui était arrivé, mais aussi de ce que signifiait vivre sans avoir la maîtrise de son propre corps, de ce que signifiait survivre à une violence tellement normalisée que même les victimes ne savaient pas comment la nommer. Elle parla de l'engourdissement, du silence, de la nuit où elle avait ressenti quelque chose pour la première fois, de sa fille, de la rupture du cycle. À mi-chemin, sa voix s'est brisée, il y a eu un silence. La salle retenait son souffle avec elle. Puis elle a continué. Quand elle a terminé, la salle a explosé, non pas dans un vacarme, mais dans quelque chose de plus calme, de plus profond. Les gens se sont levés, les gens ont pleuré. Des femmes se sont approchées d'elle après coup, non pas pour lui poser des questions, mais pour la remercier. Certaines étaient incapables de parler. Elles se contentaient de lui tenir les mains et d'acquiescer. Ce soir-là, de retour dans sa chambre d'hôtel, Élise s'est assise dans la baignoire, la vapeur s'enroulant autour d'elle comme de la fumée. Elle a pensé à la petite fille qu'elle avait été, à la femme qu'elle était en train de devenir, aux milliers d'autres qui vivaient encore dans un silence qu'ils n'avaient pas choisi. Elle s'est faite une promesse. Ce n'était que le début. Quand elle retourna à Summer Hollow, quelque chose avait encore changé, non pas dans la ville ni chez les gens, mais dans la façon dont elle évoluait parmi eux. Elle ne se recroquevillait plus, ne souhaitait plus disparaître. Elle regardait les gens dans les yeux. Elle disait ce qu'elle pensait. Elle souriait, non pas d'un sourire forcé pour survivre, mais d'un sourire doux et spontané qui venait du fond du cœur. Caleb le remarqua. Emma le remarqua. Et Élise le remarqua aussi. Un matin, elle se tenait devant le miroir de sa chambre, en train de se brosser les cheveux. Le soleil entrait par la fenêtre et se reflétait sur les mèches dorées de ses tempes. Elle croisa son propre regard. Il y avait maintenant des rides autour de ses yeux, une légère cicatrice près de la clavicule. Ses mains semblaient être plus âgées, mais elle ne détourna pas le regard. Pour la première fois de sa vie, elle reconnut la femme dans le miroir, non pas comme quelqu'un qu'elle devait tolérer, mais comme quelqu'un dont elle était fière d'être. Plusieurs saisons s'étaient écoulées depuis la nuit où Élise s'était tenue pour la première fois derrière un micro et avait raconté son histoire à voix haute. Summer Hollow était restée telle qu'elle avait toujours été, calme, sans prétention, tissée de traditions et de routines. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé, et Élise faisait partie de ce changement. Elle n'avait jamais fait d'annonce, ne s'était jamais déclarée militante. Mais une fois par mois, le centre communautaire ouvrait sa porte latérale aux femmes des villes voisines et Élise les accueillait avec du thé, des chaises pliantes et une douceur dans la voix qui permettait même aux plus méfiantes d'entre elles de respirer plus facilement. Elle parlait d'anatomie, de consentement, de la différence entre l'obéissance et la propriété. Parfois, une femme s'attardait après la réunion, les yeux baissés, la voix tremblante, et demandait « Est-il trop tard pour moi ?» Élise répondait toujours la même chose. Il n'est jamais trop tard pour revenir à soi-même. Emma avait grandi elle aussi. Elle avait maintenant 12 ans, elle était grande pour son âge, pleine d'idées, et son rire résonnait dans la maison comme des carillons éoliens dans une tempête d'été. Elle était curieuse, audacieuse,
parfois trop audacieuse, mais Élise ne la faisait plus taire, plus jamais. Un soir, elles étaient assises sous le porche arrière alors que le soleil se couchait derrière les arbres, projetant de longues ombres dorées à travers le champ. Emma se blottit contre sa mère, les jambes repliées sous elle, tenant un journal rempli de gribouillages et de notes prises à l'école. « Maman, demanda-t-elle, je peux te demander quelque chose ?»« Toujours, répondit Élise. Pourquoi on ne va plus à l'église, comme avant à l'église de grand-mère ?» Élise regarda l'horizon. Elle attendait cette question depuis longtemps. Elle prit une profonde inspiration. « Quand j'étais petite, commença-t-elle, les gens de cette église croyaient en des choses qui faisaient du mal aux filles. Ils pensaient nous protéger, mais ils nous privaient de quelque chose d'important. » Emma fronça les sourcils. « Comme quoi ?»« Comme le droit de ressentir, de choisir, de savoir que ton corps t'appartient et à personne d'autre. » Emma resta silencieuse un instant, puis demanda prudemment « Est-ce qu'ils t'ont fait du mal ?» Élise acquiesça. « Oui, il y a longtemps. Et je n'ai compris à quel point cela m'avait affecté que plus tard. Mais je me suis promis que cela s'arrêterait avec moi. » Emma appuya sa tête contre l'épaule d'Élise. « Tu as tenu ta promesse. » La gorge serrée, Élise répondit « Oui. » Elles restèrent assises en silence. Un silence qui ne faisait pas mal, mais qui les enveloppait comme une douce couverture. Élise enlaça sa fille et la serra contre elle, non par peur, mais par admiration. Plus tard dans la semaine, Emma rentra de l'école en agitant une autorisation pour un cours d'éducation sanitaire. Élise la lut attentivement, puis sourit. « On dirait qu'ils vont parler de la puberté et des limites personnelles, » dit-elle. Emma gémit. « Ça va être gênant. » Élise rit. « Peut-être, mais c'est aussi important. »« Je peux t'en parler à la place ?» Élise posa le papier. « Toujours. » Et elles parlèrent, ouvertement, honnêtement, des hormones et de l'identité, de ce qui les rassurait et de ce qui les mettait mal à l'aise, de la manière de dire non et tout aussi important, de la manière de dire oui quand on le voulait vraiment. Il y avait encore des moments où Élise sentait les ombres s'agiter, les vieux fantômes frapper au mur de sa mémoire, mais ils ne la dominaient plus. Elle avait construit quelque chose de plus fort, la vérité, des liens et un héritage qui n'étaient pas faits de douleur, mais de protection. Un dimanche après-midi, Élise est retournée au centre communautaire après l'une de ses conférences. Une femme d'une 60aine d'années s'attardait à la porte, les bras croisés, le regard chargé d'histoire. « Vous croyez vraiment à tout ça ?» lui a-t-elle demandé. « Que nous pouvons défaire ce qui a été fait ?» Élise réfléchit un instant, puis répondit « Je ne pense pas que nous puissions défaire ce qui a été fait, mais je pense que nous pouvons évoluer autour de cela, créer quelque chose de nouveau. » La femme ne répondit pas, mais elle ne partit pas non plus. Alors qu'Élise rentrait chez elle, l'air de cette fin de printemps était empli du parfum du chèvrefeuille et de la terre humide. Elle s'engagea dans l'allée et trouva Emma pieds nus dans le jardin, les bras grands ouverts, tournant paresseusement sous le soleil couchant. Élise sortit de la voiture et la regarda un instant en souriant. Puis elle entra dans le jardin, retira ses chaussures et la rejoignit. Elles ne dirent rien, tournoyant simplement côte à côte sous le ciel ouvert, deux femmes, deux générations, toutes deux libres. Si cette histoire vous a touché profondément, vous n'êtes pas seul. Le parcours d'Élise est peut-être unique, mais les questions qu'elle s'est posées sur le silence, la douleur et la guérison sont celles que beaucoup se posent en silence toute leur vie. Et parfois, la chose la plus puissante que nous puissions faire est d'écouter. Si vous êtes toujours là, merci. Votre temps est précieux. Et nous espérons que cette histoire vous a apporté quelque chose qui vaut la peine d'être conservé. Peut-être une vérité, peut-être une question, peut-être juste un peu plus de courage. Si vous souhaitez entendre d'autres histoires comme celle-ci, réelles, brutes et profondément humaines, n'hésitez pas à vous abonner. Cela nous aidera à toucher d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de les entendre. D'ici là, prenez soin de votre histoire. Elle est plus puissante que vous ne le pensez.